Révolu le temps où pour gagner sa vie, il fallait nécessairement se rendre dans un endroit déterminé en vue de fournir un travail physique dans le but d'être rémunéré. Désormais, à l'aide d'un ordinateur ou d'un simple smartphone et en ayant accès à Internet, l'on peut se faire de l'argent tout en restant chez soi. Sans pour autant abolir les méthodes de travail traditionnelles, l'avènement des TIC a donné lieu à ce que l'on appelle les métiers du digital. On en parle dans ce numéro de Saramania, car ces opportunités ne profiteraient-elles pas le mieux aux femmes qui pourraient ainsi mieux gérer leur temps entre la famille et les activités professionnelles grâce à Internet. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à votre émission Saramania. Les métiers du digital, c'est le thème de ce soir et on en parle déjà avec un professionnel du domaine. Lui, c'est monsieur Taïrou Bationo, mais si je vous dis Garnet, c'est sûr que vous verrez mieux. Il est spécialiste en marketing digital. Il est également le président du conseil d'administration du centre digital. Il est journaliste, il est animateur, il est enseignant également dans plusieurs écoles qui évoluent dans le digital, notamment la Digital Business School. C'est un plaisir de le recevoir. Bonsoir, monsieur Bationo. Bonsoir. Comment ça va? Très heureux d'être avec vous. Ça me plaît d'être sur votre plateau. Tout le plaisir est pour nous. Ou devrais-je dire Garnet, je préfère. Bon, d'accord, ok, d'accord. Si vous préférez, il n'y a pas de souci. En tout cas, j'espère bien que ce sourire vous le garderez vu que vous êtes en compagnie de 4 dames ce soir. Oui, c'était le guet-apens, malheureusement. C'est quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte. Mais bon, comme on dit, les femmes ont le pouvoir, donc je suis au milieu du pouvoir. Ah, on adore ça. Donc on va dire quoi, girl power ce soir? Voilà. Parce qu'en plus de moi, il y a 3 autres dames. Elles sont magnifiques, elles sont talentueuses. Elles excellent dans le milieu d'Internet, je vais dire ça comme ça. Et on a parlé tout à l'heure de la Digital Business School, qui est une école référence en matière des métiers du digital. Et la représentante donc de cette école est avec nous. Elle, c'est madame Jemi Maouba. Elle est assistante de direction. C'est un plaisir de la recevoir. Bonsoir, madame Maouba. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Bien, merci. Vous êtes magnifique. Vous êtes bien habillée. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir. Et à côté de madame Woba, il y a un visage et un nom qui n'est pas du tout inconnu des réseaux sociaux de l'Internet, et ce depuis des années. Elle, c'est Stéphanie Bassolé. À l'époque, elle s'appelait l'impératrice de Réau. Et moi, je vous demandais de recevoir avec moi, comme il se doit, notre chère impératrice Stéphanie Bassolé. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Dina, comment vous allez? Ça va bien. Stéphanie qui est un peu souffrante, mais qui a quand même dit oui pour être là ce soir. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. C'est un plaisir. Et il faut dire qu'elle est promotrice de Fanny Shop, oui. Elle est femme d'affaires, elle est créatrice de contenu, elle est organisatrice d'événements. Quand on dit événements, on pense tout de suite aux différentes rues marchandes. Tout à fait. Et on est à la quatrième édition déjà? On va entamer la 14e édition en décembre. Waouh, déjà? Oui. Ça fait 14 ans. Donc je vous ai dit que les réseaux sociaux, là, ça la connaît. En tout cas, c'est un plaisir de l'avoir avec nous, Stéphanie. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Elle aussi, elle n'est pas du tout inconnue du milieu, voilà, digital burkinabé. C'est sûr que si je vous dis Anne Paré, c'est pas évident. Mais si je vous dis Nobel Digicom ou encore Harmonie, c'était son pseudo à l'époque. Je sais pas pourquoi on n'entend plus Harmonie. Anne Paré, elle est communicante, elle est la promotrice de Digicom, c'est ça? Non, c'est Nobel Digicom, qui est une agence de communication globale et qui évolue aussi dans le digital, la communication digitale. Bonsoir Harmonie. Bonsoir. Anne Paré, à l'état civil. Nobel. Comment ça va? Bonsoir, oui, ça va bien, merci. Tu es toute belle. Merci, pour l'invitation. Nous sommes belles. Monsieur Garnet nous a pas dit qu'on était belles. Hein, non, j'ai dit ça quand on était dur. Ah d'accord, okay. Merci donc en retard. Et merci à tous et à toutes d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous recevoir sur le canal 264, sur vos écrans, à la maison, au service, où que vous soyez. En tout cas, tout le plaisir est pour nous de partager ce numéro de Saramania en votre compagnie. On parle des métiers du digital. Il faut dire qu'avec l'avènement donc de Internet, des techniques de l'information, de la communication, on assiste à la naissance de nouveaux métiers, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a quelques années, on ne savait pas qu'on pouvait aller juste sur le net et travailler. Heureusement que maintenant on peut le faire, et heureusement qu'on a des personnes plus aguerries pour en parler. Moi, je vais me tourner vers Garnet. Comme c'est le seul homme, mesdames, vous êtes d'accord qu'on lui donne la parole, non? Pour commencer? Oui. Voilà, comme nous sommes des bonnes femmes soumises. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut entendre par métier du digital déjà?
Alors les métiers du digital, peut-être il faut entendre en fait tout métier en fait qui est lié en fait à Internet. Voilà, donc on va dire pour un pays comme le Burkina Faso, depuis pratiquement les années, on va dire quoi, 95, avec une très bonne pénétration d'Internet, on a vu de nouveaux métiers en fait qui ont émergé. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, on n'a pas, en fait, on n'est plus physique forcément pour se faire, pour travailler. On est aussi digital, on est aussi Internet en fait en réalité. Donc c'est ce qu'on va appeler en fait les métiers du digital, tous les métiers qui seront liés donc à Internet. Donc Internet vient en fait bouleverser en fait ce qui existait. La majorité des métiers en fait en réalité qu'on retrouve sur Internet aujourd'hui existent en fait dans le domaine, on va dire sur le plan physique. Je vais utiliser deux termes en fait pour que nos téléspectateurs nous comprennent. Quand je vais parler de physique, c'est les métiers traditionnels en fait. Quand je vais parler de digital, c'est tout ce qui est nouveau métier. Voilà. Donc tout ce qui existe en fait dans le domaine traditionnel existe désormais, pratiquement existe désormais sur Internet également. Donc c'est ce qu'on va appeler en fait les métiers du digital. C'est l'explication très simple qu'on peut donner pour qu'on puisse se comprendre déjà. D'accord. Et tout de suite, moi, ça m'amène à vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas de risque de disparition de certains métiers? Parce que si tous les métiers qu'on peut exercer physiquement en griffe, on peut les faire aussi sur Internet, est-ce qu'on ne risque pas de se dire qu'il y a moins de coûts, par exemple, ça demande moins de déploiement, et voilà, et que ces métiers-là pourraient être amenés à disparaître? Non, je vais répondre à votre question. Ce n'est pas une question de risque. Il y a des métiers qui vont disparaître, il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà. Il y a des métiers, en fait, on va dire quoi, peut-être dans les 5 ans à venir, si on a trop tardé, en fait. Parce qu'aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, en fait, Internet, l'option métier d'Internet, en fait, n'est plus une option. Voilà, on a dépassé ça. Internet existe, les métiers existent. Aujourd'hui, on a une autre étape, en fait, c'est l'étape, en fait, de la révolution de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle arrive aujourd'hui, en fait, parce que ce sont aussi de nouveaux métiers, hein, qui sont liés, en fait, aussi à Internet. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, en fait, il y a des métiers qui vont disparaître. Ça, faut même pas qu'on se blague, en fait. Voilà. J'aime bien dire aux étudiants depuis pratiquement 3 ans, il y a des filières dans lesquelles, avant de vous engager, il faut réfléchir 2 fois. Voilà, parce que les débouchés n'existeront plus en fait dans les 3 ans, dans les 4 ans à venir. Et aujourd'hui, en fait, l'expérience la plus palpable, peut-être que Madame Boba confirmera tout à l'heure, c'est le domaine des banques, par exemple. Voilà. La banque traditionnelle telle qu'on la connaît, non, dans 5 ans, elle n'existe plus. Voilà, vous n'allez plus aller en fait au guichet, à la caisse ou bien dans une banque, aller vous asseoir pour faire 1 heure d'attente pour déposer votre argent ou bien pour retirer votre argent. Non, ça c'est fini ça. Beaucoup m'excusent en fait pour ce que je vais dire, mais les caissiers de banque, ce sont des métiers qui vont disparaître. Dans peu de temps, des métiers comme les pompistes à la station, ça va disparaître parce que tout simplement aujourd'hui tout est en train d'être automatisé. Vous prenez par exemple ailleurs, par exemple, il y a des tests qui ont été faits par exemple pour montrer en fait des supermarchés qui sont exclusivement gérés par l'intelligence artificielle. Vous arrivez, tout ce que vous prenez en fait, il y a une caméra en fait qui vous surveille et qui note en même temps. Lorsque vous arrivez à la caisse en fait, c'est juste votre carte que vous brandissez sur la machine débite ce que vous avez à débiter, vous sortez. Il n'y a pas la présence humaine. La présence humaine, elle se passe ailleurs. La gestion de stock et autres, en fait. Donc, c'est pour dire, en fait, tout simplement qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Et malheureusement, qu'on le veut ou non, c'est comme ça. Mais heureusement aussi, ce qui est très intéressant dans l'affaire, c'est qu'il y a de nouveaux métiers qui sont en train de se créer. Donc, il appartient à tout le monde de savoir se positionner ou bien de savoir se reconvertir très rapidement pour tout simplement tirer profit, en fait, d'Internet. Vous l'avez dit, hein, malheureusement, mais c'est une triste réalité. Et on va donc inviter certaines personnes, parce que jusque-là, il y en a qui sont braqués par rapport à Internet. Je ne veux pas, je veux même pas de smartphone, je reste avec mon petit téléphone. Internet, c'est des histoires, c'est des problèmes. Et pourtant, à un moment donné, il faut bien, comme on dit, embarquer, parce que voilà, c'est le futur. Ça reste une question de génération, en fait, en réalité. Voilà. Moi, tu n'as pas dit aujourd'hui à quelqu'un, en fait, qui a 70 ans qu'il faut aujourd'hui se refaire Internet. Ah non, mon maman, elle fait des WhatsApp, hein, mon cher. Non, ce que je dis, en réalité, quand je dis... À un moment donné, il le faut. Non, communiquer, ça, on le fait, voilà. Donc, aujourd'hui, envoyer des messages WhatsApp. Non, ce qu'on dit, par exemple, quand on parle de métier, en fait, on n'a pas dit à quelqu'un, aujourd'hui, 70 ans de se reconvertir, ou bien quelqu'un qui est pratiquement à 2 ans de la retraite, vous n'avez pas lui demandé de se revertir. Mais j'attire plutôt l'attention, en fait, plutôt des jeunes. Ça veut dire, aujourd'hui, en fait, quand on n'a pas encore 40 ans, il faut savoir qu'il y a un virage qu'on est en train de négocier. J'aime toujours prendre cet exemple-là, j'ai dit, en 2000, comment on appelle ça, les ordinateurs arrivaient au Burkina. Et vous voyez dans nos administrations, nos tantis, en fait, en son temps, continuaient toujours la dactylo. Quand vous arrivez dans les administrations, après la pénétration donc comment on appelle ça, de l'outil informatique, quand vous arrivez dans les bureaux, vous avez 2 secrétaires.
Il y a celles qui ont pris ça à l'école, qui maîtrisent l'ordinateur, mais elle a tenté, à 2 ans de sa retraite, ne lui demandait pas de se reconvertir. Donc, elle a suivi sa dactylo. Elle est très à l'aise là-dessus d'ailleurs. On est à cette étape-là. Si on ne négocie pas ce virage-là, en fait, pour se positionner, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, on sera obsolète. Tout à fait. Donc le message est lancé aux jeunes qui cherchent leur voie. Intéressez-vous à Internet, c'est très important, n'est-ce pas, Madame Gouba? Tout à fait. Alors, chez vous, à la Digital Business School, quelles sont les opportunités qui s'offrent aux jeunes? Quels sont les différents métiers ou les filières, par exemple, qu'on peut choisir en rapport avec Internet, bien sûr? D'accord. Déjà, à Digital Business School, nous avons 2 types de formations. Voilà, des formations certifiantes qui sont généralement pour des professionnels. Voilà, pour ceux qui aimeraient amplifier leurs compétences dans le domaine du digital. Et ces formations certifiantes-là sont ouvertes sur 5 filières, notamment le marketing communication digitale, l'Internet multimédia, développement web et mobile, banque, finance digitale et le journalisme numérique. D'accord, Stéphanie, comme ça, qui est déjà dans la vie active, qui a ses activités, elle peut venir s'inscrire à l'une de ces filières juste pour se faire un certificat, un plus. Oui, tout à fait. D'accord, ça c'est pour les professionnels. Voilà, ça c'est pour les étudiants qui viennent de sortir, qui viennent d'avoir leur bac et tout. Alors pour les étudiants, nous avons 2 formations au choix. Voilà, nous avons le marketing communication digitale qui est disponible et banque, finance digitale. Voilà, pour l'instant, nous sommes à ces 2 filières. Ok, super. Merci déjà pour cette information, je vais dire, parce que c'est sûr que beaucoup ne le savaient pas. Donc, merci d'être là. Et j'ai parlé de Stéphanie tout à l'heure, vu qu'elle est à côté. Je vais me tourner vers elle à présent, notre chère impératrice, qui, voilà, elle dit que son événement a déjà 14 ans. Ce qui veut dire que elle, oui, la rue Marchand. La 14e édition, mais ça pas 14 ans, parce que je fais 2 éditions par an. Ah, d'accord. Oui. Donc, ça fait plus longtemps que ça. Ça fait moins de 14 ans. Moins de 14 ans, c'est un peu, en disant 7. Voilà. Ce qui veut dire quand même que... Moi, j'ai connu, par exemple, cet événement sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui veut dire que tu es présente sur les réseaux sociaux depuis au moins 7 ans. Oui. Donc, comment s'est passé tout ceci? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes sur les réseaux. On connaissait bien Stéphanie Bachelet et certains de ses pairs sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas la Digital Business School. Donc, elle n'a pas appris ça à l'école. Comment c'est venu comme ça, cette passion pour les réseaux sociaux? Bon, à la base, il faut dire que moi, j'ai fait l'informatique. Hein. Okay. Donc, du coup, j'aime tout ce qui est outils et tout. J'aime bien ça. Bon, avec l'avènement des réseaux sociaux, quand c'est arrivé nouvellement, nous aussi, on était là-bas, mais on ne savait pas ce qu'on cherchait. Voilà, on était dans le bruit, si tu veux. Voilà, mais entre-temps, tu te rends compte que, bon, au-delà du bruit, au-delà de l'amusement, au-delà des clashs, c'est un véritable marché qui est là. Voilà, c'est comme ça que, bon, je me suis lancé un peu dedans. J'ai fait un peu de tout. Je suis passé à gauche, à droite et tout. Et puis, bon, je me suis focalisé maintenant sur ce que je voulais vraiment. Voilà, le commerce. Donc, à un moment donné, il faut prendre conscience que le bruit, la semaine, là, ça ne sert pas. Les bad buzz, comme on le dit. Quoique, les bad buzz, souvent, c'est utilisé par certains, influenceurs en live, certains créateurs de contenu pour se faire de la visibilité et vendre leurs produits. Donc, est-ce que tu penses comme ça des bad buzz? Se faire de la visibilité, c'est possible. Mais est-ce que vous arrivez à vendre un produit avec un bad buzz? Je ne pense pas. Voilà. Tout le monde va venir voir, les gens vont venir juste regarder puis critiquer derrière et puis venir commenter, d'autres vont bien commenter, d'autres vont mal commenter, mais moi personnellement je n'irai pas donner un de mes produits à un influenceur qui est dans le bad buzz pour le placer, non, personnellement, ça c'est moi, voilà. Ce qui nous interpelle encore sur l'usage de l'Internet. Oui. L'utiliser, oui, mais l'utiliser bien. Voilà. Monsieur Garnet sourit, il faut l'utiliser bien. Non, ce qu'elle dit, c'est tellement réel parce que c'est une chef d'entreprise qui a parlé. Parce que généralement, quand c'est nous, on parle, c'est genre, quand c'est nous, on dit ça, en fait, on nous tombe dessus. En fait, c'est une chef d'entreprise qui a parlé, c'est la réalité. Un bad buzz, en fait, ne va jamais vous apporter quelque chose de bon. C'est pas possible. Voilà pourquoi on dit qu'il est bad. Donc, il faut plutôt travailler, en fait, en réalité, à avoir des good buzz. Vous créez, si vous, comment on appelle ça, une entreprise en fait qui va venir vous donner votre produit, en fait c'est la personnalité que l'entreprise va rechercher. Si cette personne-là en fait c'est une personne à polémique, personne ne va aller vers vous. Il y a 3 ans, 4 ans en arrière, il y a une jeune artiste, en fait, je ne sais plus c'est qui au détour d'un poste en fait a mis son postérieur sur les réseaux. Ça a créé le tollé général et je me suis retrouvé sur un plateau avec elle. La première question qu'on lui a posée, pourquoi elle a fait, elle a dit non, c'était pour avoir de la visibilité. Ma première réaction, ça a été en fait, c'est une mauvaise visibilité parce qu'effectivement, ça, il ne faut pas qu'on se blague. Hein. Nous tous, on va aller regarder. Hein. Ah non, ok. On va regarder, mais on va aller regarder la suite. Mais maintenant, demain,
quand je vais encore sur votre profil, je vais voir encore ce type d'image parce que c'est ce qui m'a amené. Et c'est comme ça, nous tous, on va aller. Vous allez avoir 1000 visibilités, 2000, 3000 en fait, dans la semaine qui va suivre. Mais seulement, vous ne pouvez pas tenir le rythme. Donc, vous allez vous dire, bon, si c'est ça, je vais commencer, en fait, comme j'ai une certaine popularité, je vais commencer à faire de belles choses. Mais belles choses, on ne se retrouve pas dedans. Donc, on commence à se désabonner. L'objectif visé n'est pas atteint. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Donc, en réalité, ça ne marche pas, en fait, en réalité. En tout cas, pour ceux qui font du marketing et qui font de la com, ils savent très bien que le bad buzz, en fait, n'est jamais payant. Il faut plutôt travailler, en fait. Et malheureusement, parce que c'est un raccourci, en fait, que les gens aiment prendre. Le bad buzz, tout le monde aime la pourriture. Donc nous tous on va courir rapidement puis ça va vous faire croire que vous avez du succès. C'est une grosse erreur parce que en fait passer cet effet là, nous tous on redescend tranquillement. Le rythme vous pouvez pas le tenir, mais par contre le good buzz il prend longtemps, énormément de temps. Vous pouvez passer en fait 10 ans, 15 ans à construire votre notoriété, mais quand elle est bâtie, c'est du solide. Donc, moi, je conseille toujours aux gens de prendre ce chemin-là. Les bad buzz, c'est bon, mais bon. Ça laisse, hein, comme le dirait l'autre, tout laisse. Donc, grouiller sur le good buzz, ça prend. Mais les bad buzz, ça laisse. N'est-ce pas, Harmonie? Anne parle, autant pour moi. Non, mais ça passe. Je dirais, le bad buzz, c'est également une stratégie de communication qui est aussi très utile. Alors, ça dépend de la définition que nous donnons au bad buzz. Voilà. Donc, ça peut arriver comme cela sans être préparé. Là, c'est compliqué. Parce qu'après, il va falloir venir convaincre, emmener les gens à comprendre ce qui s'est passé. Mais par contre, il peut y avoir une équipe de communicants derrière qui crée le bad buzz et qui prépare en même temps le droit de réponse et le droit de convaincre, au fait, et emmener maintenant la communauté de suiveurs, ce qu'on appelle les followers, à adopter la chose et à avancer avec. Voilà, donc le bad buzz, c'est pas un truc qu'il faut éviter, au contraire, mais il faut pas le faire au hasard et il faut vraiment préparer ça. Selon vous, ça doit être préparé. Oui. On ne se lève pas comme ça, on se jette là-dedans. On a prévu déjà la riposte quand on va avec son bad buzz. C'est bien ça. Parce qu'on ne peut pas avoir un monde carrément sain. On a différents métiers. Par exemple, une artiste qui vient, elle est venue avec, je sais pas, elle a mis son physique peut-être en avant pour pouvoir faire son métier d'artiste et tout. Vous ne direz pas à cette dernière-là de venir à chaque fois, elle est coincée comme ça. Non, mais il faut souvent qu'elle soit un peu sexy, qu'elle montre des trucs. C'est ça. Parce que c'est le domaine qu'elle a choisi, c'est dans sa thématique. Quand ils ont fait sa ligne éditoriale, ça y figure. Donc, au fait, tout ça, c'est préparé. Mais par contre, par exemple, on voit, par exemple, comment je peux dire ça, une dame, par exemple, qui est dans le milieu public, qui a glissé, par exemple, de sa voiture en descendant, et du coup, son pagne s'est soulevé, ils ont vu ses fesses et tout ça, et puis voilà, on pense et puis on divulgue. Ça, c'est un gros bad buzz, parce que c'est négatif. C'est carrément négatif. Et on voit, on se dit, mais attends, il faut expliquer, après il faut revenir et tout. Et je vois Stéphanie qui dit non. Alors, le buzz, c'est tout ce qui attire, tout ce qui emmène polémique, tout ce qui emmène attraction d'une certaine manière. Voilà. Donc, du coup, c'est un bad buzz. Pourquoi? Parce que ça crée déjà polémique et tout. Donc les gens, vous allez voir que d'autres personnes vont dire non, elle devait porter une culotte en bas de son pagne, elle devait faire ceci. Voilà. Donc par exemple, quand ça arrive, après il y a forcément un droit de réponse. Peut-être elle va vouloir sortir. Généralement on dit garder le silence et puis après on va sortir pour une communication. Mais par contre, quand on décide de créer un bad buzz, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un travail à l'arrière. Et généralement, quand on voit quelqu'un qui fait un bad buzz, c'est pas pensé, c'est pas réfléchi. On se lève comme ça et puis on lance. En tout cas, de ce que vous dites, on retient que le bad buzz ne va pas à tout le monde et qu'il faut avoir aussi toute une stratégie derrière. Mais dans tout ce qui vient de se dire, moi je retiens juste que le bad buzz fait parler. Voilà qu'on y a passé près de 5 minutes et qu'on a même oublié notre sujet principal, le métier du digital. Donc, on laisse le bad buzz au buzzer en griffe et on poursuit avec notre thème du jour. Donc en restant avec toi, bien sûr Anne, il faut dire que tu es promotrice de Digicom, Nobel Digicom. Voilà, il faut nous parler un peu du parcours, d'où est venue l'idée donc de mettre en place une agence digitale de communication déjà et comment ça se passe. Merci. Nobel Digicom, c'est une agence de communication, j'ai l'habitude de dire 360 degrés parce qu'on fait tout. Voilà, que ce soit la communication traditionnelle, physique ou mode numérique, internet. Voilà, donc Nobel Digicom est né
Au départ, c'était Nobel Communication. C'était pour accompagner les jeunes qui se battent et qui n'ont pas les moyens de se faire... de faire leur marketing et tout ça. Donc du coup, on est parti sur la base d'un social parce que c'est pas ma formation. Voilà, donc moi j'ai fait communication d'entreprise et vous voyez, c'est un peu média et tout ça, c'est juste de la passion. Et au départ, c'était juste accompagner ces jeunes-là parce qu'on les voit, ils n'ont pas d'argent pour pouvoir aller acheter, venir vendre et tout. En temps, on s'est dit, Facebook était déjà presque gratuit. Hein. Donc, pourquoi ne pas emmener ces personnes-là à venir sur les réseaux? J'ai pas la marchandise, mais je vais chercher les photos, je les poste et quand j'ai un client, je vais chercher la marchandise, je livre et puis je prends encore mon bénéfice. Donc c'est un peu comme ça que c'est parti et du coup, comme je l'ai dit, la passion, donc je suis plus allée de formation en formation pour pouvoir professionnaliser un peu l'aspect. D'accord. Et ce qui est bien, c'est que vous êtes un peu dans les deux, la communication traditionnelle, comme on l'a dit, et la communication digitale. Et si on vous demandait de faire une comparaison, qu'est-ce qui prend le plus, qu'est-ce qui marche le plus en fait actuellement? Bon, c'est comme l'a dit Garnett, le numérique, Internet, digital, si on peut le dire, c'est l'incontournable. Mais ça ne peut pas effacer carrément le traditionnel parce que quoi qu'il en soit, derrière Internet, on a besoin de crédibilité. Donc forcément, vous aurez votre espace physique. Et il y a également ces personnes qui ne s'intéressent pas forcément au numérique et tout. Donc il va falloir continuer. Mais par contre, si je dois faire une différence entre ces deux milieux, je dirais que ça s'accompagne, ça se complète. Voilà, donc on est en mode physique traditionnel et on est en mode digital. Maintenant, les gens se disent non, comme on dit digital, c'est Internet, on met juste des unités. Ils oublient, tout a un coût. Donc, la communication traditionnelle, l'ancienne communication physique, là, elle est coûteuse par rapport au digital. Mais par contre, il faut retenir que c'est juste moins un tiers de ce qu'on dépense normalement dans le physique. Il n'y a pas grande différence parce que là également, il y a beaucoup de choses à faire. Ça, c'est pour prévenir les potentiels clients que quand vous allez venir, là, ne dites pas que c'est parce que c'est digital, vous n'allez pas payer. On paye quand même. Oui, il faut avoir de l'argent. Stéphanie, je vois que tu utilises beaucoup de visuels. Quand on va sur la page, quand tu Fanny Shop, quand on regarde les rues marchandes, on voit que tu as beaucoup, tu utilises beaucoup les visuels, les supports de communication sur Internet, bien sûr. Est-ce que ça ne revient pas quand même, ça n'a pas un coût? Bien sûr que c'est un coût, mais pour une activité, si tu ne mises pas sur la communication, il n'y a rien derrière après. Voilà, de tout, c'est la communication. Je dis tout le temps, une activité, c'est en 5 étapes. La première étape, c'est la communication. Et pour la communication, il faut tous les ingrédients dont les visuels font partie. Voilà. Donc, il faut attirer avec tout ça. Voilà. Et notamment quand on fait du e-commerce. Bon, en temps, je vais me tourner vers Madame Roba ou Monsieur Garnett pour comprendre d'ailleurs la différence. Parce qu'on parle beaucoup de e-commerce. Et quand on parle de e-commerce, très souvent, tu es associé. On pense à Fanny Shop, on parle à Stéphanie Bassolé. E-commerce. Comment toi tu comprendrais? Comment est-ce qu'on peut définir le e-commerce? Alors le e-commerce, on va définir ça littéralement, c'est la vente en ligne. Hein. C'est la vente en ligne. Mais maintenant, il y a beaucoup qui confondent les pages de vente et puis les sites de e-commerce. Tu vois beaucoup qui disent que je fais formation en e-commerce. Il n'y a pas de formation en e-commerce ici. On parle juste calquer ce qu'il y a sur YouTube et puis venir répéter ça aux gens. Non. La vente en ligne est complètement différente du site de e-commerce. Tout à l'heure, Harmonie, elle a eu à dire quelque chose. Moi, ça me rappelle à mes débuts. Je n'avais pas de stock, je n'avais pas de local, je n'avais que chez moi. J'ai commencé ma vente chez moi à la maison. Tu es d'ailleurs venu chez moi au début, non? Oui, je vendais chez moi à la maison. D'ailleurs, j'ai une poêle toujours chez toi. Voilà. Je sillonnais les commerces, je voyais des articles, je n'avais pas de fond de roulement, je prenais les photos, je viens, je publie, parce que je sais un peu ce que les gens veulent aussi, puisque moi ça me plaît, moi c'est ce qui me plaît que je vends. Voilà, je publie un peu, quand quelqu'un est intéressé, je pars, je paye, je fais livrer, j'empoche mes sous, un peu, j'ai commencé à faire un petit stock chez moi, un petit stock. 2 ans plus tard, j'ai ouvert ma première boutique, et puis voilà. Maintenant, avec la vente en ligne, la vente en ligne, tout le monde est devenu vendeur, il faut le dire.
Tout le monde est devenu vendeur, donc tu fais face à beaucoup de choses, notamment la concurrence qui est divisée en 8 étapes. Et il y a cette concurrence-là qui est là, mais il y a beaucoup de coûts que tu dois aussi supporter. Voilà. En plus de la communication digitale, il faut aussi la communication traditionnelle, comme elle a dit tout à l'heure. Les deux s'accompagnent en fait. Bon, si tu ouvres ta boutique, tu ne comptes que sur les passants, mais ma foi, tu vas mettre la clé sous la porte en fait. Voilà. Donc, les deux s'accompagnent. D'accord. Ça se suit, mais il faut que les gens arrivent à faire la différence entre vente en ligne et puis e-commerce. Les sites de e-commerce, là, ça me tape sur le système. Et je pense bien que cette émission tombe à pic, justement, pour qu'on puisse faire cette différence. Heureusement, on a Madame Wouba qui est là, on a Monsieur Garnett qui est là. Madame Wouba, est-ce que chez vous, on peut apprendre le e-commerce? Tout à fait. On peut apprendre le e-commerce. Tout à fait, on peut apprendre le e-commerce. Mais il faut dire que, comme l'a dit Stéphanie, il y a une différence particulière entre les deux. D'accord. Voilà. Parce que le e-commerce, c'est beaucoup plus... voilà, on a un site qui est très bien conçu. On a accès à tous les produits accompagné des caractéristiques bien précises. Et si on veut, par exemple, commander le produit sur le site, il faut simplement l'ajouter au panier. Voilà. Et puis, le fournisseur se charge de la livraison. Par contre, la vente en ligne, c'est beaucoup plus l'utilisation des outils du digital. Voilà. On a Facebook qui est beaucoup plus utilisé aujourd'hui. Il y en a même qui se jettent sur TikTok, qui font des lives au jour le jour. Voilà, qui font des lives pour présenter les produits. Ça, c'est beaucoup. Ça, c'est la vente en ligne. Voilà, parce qu'on n'a pas accès à toute la gamme de produits que ces e-commerçants-là ont en leur possession. Voilà. Mais chez nous, à Digital Business School, on peut effectivement se former, non seulement pour maîtriser le e-commerce, mais aussi pour maîtriser la vente en ligne. Parce qu'il y a beaucoup d'outils qui rentrent en ligne de compte et il faut pouvoir les maîtriser avant de pouvoir les utiliser. D'accord. Donc quand on vend nos produits là, et puis les clients demandent, faut m'envoyer une photo, faut m'envoyer des photos. En ce moment, c'est la vente en ligne. Ça, c'est la vente en ligne. Oui. Ok. D'accord. Très bien. Il y a notre cher monsieur Garnett qui sourit beaucoup. On a entendu beaucoup les voix des femmes, n'est-ce pas? Non, mais bien sûr. Mais c'est aussi ça. Moi, je t'ai préparé, hein, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors, votre avis sur cette différence entre e-commerce et vente en ligne? Non, je pense que quand on parle de vente en ligne, c'est l'action de vendre et puis acheter. Voilà. Okay. C'est ça en fait. C'est comme quand on va dans une boutique. La boutique, elle est là, vous payez et puis vous ressortez. En fait, ça, c'est l'action d'acheter et vendre en fait. Que ce soit un service, que ce soit un produit. Mais quand on parle de e-commerce, puisque la vente en ligne et le e-commerce englobe la vente en ligne. Donc, la vente en ligne est un élément du e-commerce. Donc, les autres éléments, par exemple, vous allez avoir votre marketing digital qui va rentrer en ligne de compte. Vous allez avoir également, vous allez parler de plateformes. Vous allez avoir des plateformes numériques qui vont rentrer en ligne de compte. Vous allez avoir votre SEO que vous allez gérer. Vous allez avoir même la gestion du stock. Vous avez dit quoi, SEO? Le SEO, c'est le Search Engine Optimization. C'est ce qui donne la notoriété, en fait, à toutes les plateformes. Que ce soit une entreprise, une plateforme, en fait, en réalité. Je vais expliquer ça très simple pour que nos téléspectateurs comprennent. Lorsque vous faites, tout le monde fait des recherches sur Google. Quand vous arrivez sur Google, vous tapez par exemple, admettons, vous tapez True TV. Donc la première page de Google, rarement quelqu'un ne finit la première page ou bien il va à la deuxième page. En tout cas, rarement on va à la 5e page. On est tous focalisés sur la première page. Et généralement, même la première page, en fait, même on ne regarde même pas jusqu'en bas. On regarde les premiers là. Si, généralement, ce qui se passe, c'est que quand on ne trouve pas ce qu'on cherche, on change la requête. Puisque ici, la requête, par exemple, c'est True TV. Je cherche des informations sur True TV, par exemple. Je regarde si les premiers, deuxième, troisième, quatrième, si c'est pas ça. Bon, True TV, localisation. Ça veut dire, en fait, mais je ne sais pas que l'information que je cherche là peut-être à la 2e page. Mais rarement, on va à la 2e page. Donc, c'est cette manière de travailler, en fait, pour sa notoriété, être positionné, en fait, sur la première page, ou bien arriver en tête, qu'on appelle le SEO. D'accord. Et ça, tout le travail en fait sur Internet en fait se résume à ça. D'accord. Il ne sert à rien d'être présent sur les réseaux sociaux. Il ne sert à rien d'avoir un site web si vous ne pouvez pas arriver en fait sur la première page en fait. Si vous n'arrivez pas, c'est qu'il y a un travail à faire. C'est qu'il y a forcément des règles que vous ne suivez pas et ces règles-là, il faut les suivre en fait tout simplement pour arriver sur la première page. Je prends un exemple. Je veux faire une recherche sur True TV comme je le prends. Vous-même, True TV, en fait, vous n'arrivez pas sur la première page. Il y a problème.
c'est votre business, mais vous n'arrivez pas sur la première page. C'est qu'il y a un problème. Et c'est la même chose pour toutes les entreprises, pour toutes les plateformes. Donc, ça veut dire que sur le mot-clé Truth TV, c'est vous qui devez être en tête. Mais vous allez voir, par exemple, qu'on a des entreprises ou bien on a des structures étatiques même. Leur propre business, vous tapez, c'est pas eux qui en parlent. C'est d'autres qui en parlent. Eux-mêmes, ils sont peut-être sur la deuxième page. Ça, il y a un problème. Donc, généralement, quand on finit de faire le diagnostic, on travaille en fait à ce que, sur votre propre mot, en fait, sur vos requêtes, dans votre domaine d'intervention, que vous arrivez en fait au moins sur la première page. Même si vous ne pouvez pas être premier, mais au moins sur la première page, il faut figurer. Donc, c'est ce qu'on va appeler le SEO. Donc, tout ce travail-là, si vous avez une plateforme, si vous avez une plateforme sur laquelle vous vendez et que quelqu'un cherche un produit, vous vendez des téléphones, quelqu'un vient taper téléphone à Ouagadougou, vous n'êtes pas sur la première page, alors que vous dites que vous avez une plateforme de e-commerce, il y a un problème. Donc, vous allez travailler, en fait, voilà pourquoi on dit le e-commerce, il est très vaste, en fait, en réalité, et la vente en ligne n'est qu'un élément. Parce que vous avez, par exemple, la banque en ligne qui va, comment on appelle ça, qui va faire partie, donc, de ce qu'on va appeler, en fait, donc, le e-commerce. Parce qu'aujourd'hui, de vous à moi, hein, je ne sais pas si quelqu'un reste ici, en fait, pour envoyer mandat encore en Chine pour payer un produit. Vous avez votre carte. Moi-même, en fait, en réalité, on a payé des Mastercard même par une autre banque d'ici. On est resté ici, on a payé, comme on appelle ça, on a payé des Mastercard, en fait, aux États-Unis, en France, en fait, pour faire nos transactions. Le gars, il ne me connaît pas. C'est pas ici, je vais chez le banquier pour dire, je veux carte, on me donne papier, je remplis. Non. Ça veut dire qu'il a sa plateforme, j'entre mes informations, le numéro, parce que même, ce n'est même plus le, comment on appelle ça, le truc qu'on te donne pour aller mettre là. Ce n'est plus ça. C'est un numéro qu'on te donne, en fait, et tu fais toutes tes transactions avec. Donc, tout ça, ça rentre en compte, en fait, en réalité, dans ce qu'on va appeler donc le e-commerce. Donc, on retiendra tout simplement que la vente en ligne, ce n'est qu'un petit élément petit pan du e-commerce qui est très vaste. D'accord. Et je pense que c'est Anne est d'accord avec tout ceci. Harmonie, Anne, tout ça passe. Je ne sais pas, Harmonie, là, je trouve tellement que tu ressembles plus à Harmonie que Anne, même bon. Donc, c'est l'histoire. D'accord. Oui, ce qu'il a dit, c'est carrément ce que j'allais dire. Donc, le référencement, où il a dit avec un thème assez technique, c'est très important dans le domaine du e-commerce. Donc quand on parle de e-commerce, ça englobe le tout. Je ne vais pas me répéter parce qu'il a déjà tout dit. Voilà, donc e-commerce, c'est vente en ligne. Vente en ligne, alors quand on est une entreprise, ce que négligent nos commerçants, nos entrepreneurs, surtout au Burkina, c'est la construction de sites. Ils se disent, c'est cher, ça coûte 350 000, 450 000, non. Ah, ça coûte comme ça, non? Il y en a même pour 1 million, pour 2 millions, il ne dira pas le contraire. Ça dépend de ce que vous voulez faire sur le site. Voilà. Donc, mais ce qui est bien, c'est que c'est pour toujours, en fait. Ah non, pas forcément. Non, pas forcément il faut toujours renouveler l'abonnement, il faut toujours faire la maintenance. Oui. Voilà, il y a trop de choses à faire, au fait. Donc, c'est une maintenance. C'est comme vous avez déposé une boutique physique. Je vois que chaque fin d'année, tout le monde embellit encore sa boutique. C'est la même chose. Voilà. Donc le site internet, c'est ça. C'est l'entreprise que vous avez juste déposée en ligne. Donc il faut également faire la maintenance. Donc le référencement est très important pour être toujours en premier quand on clique, par exemple. Et comme il a dit, on espère que ça va se faire. Notre administration ici, c'est compliqué. Genre par exemple, quand tu vas sur un ministère de la... Mais vous, on n'a pas d'informations en tant que tel digital, mais démarchez-les. Démarcher, oui, mais c'est pas aussi facile parce que eux, dans leur recrutement, ils ont également des communicants. Ils ont également des communicants. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est la sensibilisation. Non, la formation, en fait, en réalité. Voilà, formation, sensibilisation. Notre génération, on n'a pas appris ça à l'école. Notre génération, quand tu prends, on a fait tout ça. En fait, on a fait des, comment on appelle ça, des diplômes en communication et puis on est sorti. On a fait du journalisme, on est sorti, on est sur le terrain. Maintenant, en réalité, les domaines ont changé, en fait, après nous. Voilà. Aujourd'hui, mon enfant qui a le bac, je vais l'inscrire à DBS, il fait son parcours, quand il sort, il est un spécialiste du digital. Mais nous, c'est pas le cas. Nous, notre génération, c'est pas ça. En fait, traditionnel, les bien sortis. C'est que maintenant, il y a des centres de formation. Voilà pourquoi je parle, en fait, en réalité, de la formation, en fait, en réalité. Mais vous savez aussi, nos administrations, c'est un peu compliqué. Vous arrivez, par exemple, dans un ministère, vous avez un DCPM, mais bon, peut-être qu'il est le seul, en fait, qui doit gérer tout ça. Il peut pas être à la fois, comme on a gestionnaire du SEO, il peut pas être à la fois créateur de contenu,
il peut pas être à la fois celui qui gère en fait les relations presse, il peut pas être à la fois celui qui va gérer par exemple, comme on avait, qui va penser, qui va réfléchir, concevoir notoriété, il peut pas en même temps être en train de suivre son patron partout, il peut pas, en fait en réalité parfois. Donc en réalité c'est une vision, en fait ça doit être une vision nationale en fait du gouvernement. Il faut comprendre qu'aujourd'hui on a des nouveaux métiers. Le chargé de communication en fait qu'on avait avant, il est bon, c'est le directeur de la communication, mais sous lui aujourd'hui il doit avoir quelqu'un en fait qui s'occupe beaucoup de ce qui est digital en fait, parce que de la même manière qu'avant on gérait les relations presse là, il y avait quelqu'un qui s'occupait seulement des relations presse. Aujourd'hui également notre administration doit comprendre également spécialement pour le digital, voilà. Ou bien vous externalisez. Ça rejoint Anne qui dit qu'il faut beaucoup sensibiliser, d'où l'importance de cette émission aussi. Je pense que c'est une manière aussi d'en parler et d'inviter les uns et les autres, n'est-ce pas, et aussi qu'ils soient passionnés au fait, parce que comme il a dit, notre génération, je suis dedans. Oui, je crois. Donc on n'a pas appris le digital à l'école, mais il y a eu l'envie d'avancer, puisqu'on est dans un monde qui évolue. C'est comme ça. Alors, on ne doit pas se plaire à s'asseoir et à dire, bon, on fait ce qu'on a eu à apprendre et on n'évolue pas. Donc, il doit avoir, au fait, cet esprit-là dans l'esprit de chaque personne qui travaille, pas forcément l'administration publique, partout, dans n'importe quelle entreprise, à se donner encore plus de performance. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux comme YouTube et tout, on apprend beaucoup. Donc, voilà, la sensibilisation et la formation. Et puis, consulter surtout les professionnels dans le domaine pour apporter un plus. Il ne faudrait pas qu'on reste capté, ben voilà, c'est moi le chargé de communication, je me limite à ce que j'ai mon chemin et tout. Voilà, il faut essayer de collaborer avec les autres. Ce partage-là et cette collaboration permet d'avancer ensemble. Parce que c'est pas intéressant souvent quand tu arrives là, qu'on clique un truc et puis on met Burkina et puis c'est fade. C'est pas beau. Non, du tout. Il faut qu'on évolue. Tout est urgent, comme l'a dit le premier responsable. Donc, Madame Woba, moi je pense que c'est un peu une perche qui vous est tendue à DBS School ainsi qu'à tous les autres établissements aussi qui évoluent dans le digital. Communiquer pour qu'on puisse se former, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On compte sur vous. Il n'y a pas de souci. Et il y a un terme aussi, une terminologie qui revient souvent quand on parle de digital, c'est le community manager. Si je ne m'abuse, Anne, tu es aussi un peu community manager, c'est ça? Ok, en quoi consiste vraiment le travail du community? Souvent on dit que non, c'est lui qui suit les pages, c'est lui qui alimente les pages quand on n'a pas le temps. Donc c'est ce que nous on sait, on dit il faut prendre un community. Si tu n'as pas le temps, mais prends un community, il va gérer ta page. Donc aujourd'hui, là, il faut nous dire réellement à quoi sert d'avoir un community manager. Le community manager, c'est déjà un communicant. C'est large, c'est vaste, ça n'a rien à voir avec un gestionnaire de page. Ah, d'accord. Voilà. Le gestionnaire de page, lui, le community manager, à la base, lui donnera une ligne éditoriale, un planning de publication avec des différents thèmes et lui, il ne fera que suivre. Le community management englobe beaucoup de choses. On a le responsable qui sera là. En dessous, on a d'autres éléments qui rentrent en compte comme une équipe de production audiovisuelle, comme un infographe, comme un influenceur qui peut faire partie de l'équipe d'un community manager. Donc, on a tellement... C'est une équipe au fait. Voilà, donc un community manager, il doit être en mesure de faire une stratégie de communication. C'est-à-dire quelqu'un peut venir le voir et dire, ben voilà, moi j'ai un projet, voilà ce que j'ai. Il dit, ah ok, je te fais une stratégie, je t'explique un peu et puis voilà, si tu l'adoptes, on y va. Donc, il doit être en mesure de le faire. Il doit être en mesure de faire du marketing, c'est-à-dire d'aller sur le terrain, de checker, de savoir si ici ça va marcher, si ici ça va pas marcher, et tout, un sondage. Et en gros, c'est une grosse stratégie de communication qui doit pouvoir mettre en marche. Et quand on parle de stratégie de communication, c'est long également, n'est-ce pas? Il y a tout dedans également. Donc, du coup, une stratégie de communication pour un community manager, c'est lié au digital, ça c'est clair, mais c'est même chose comme la communication traditionnelle. Ce sont les mêmes étapes, sauf que c'est relié au digital. D'accord. Voilà. Donc, le gestionnaire de page fait partie de l'équipe du community manager. C'est un boss, hein. C'est ici, on n'a pas l'argent. Un community manager, c'est un boss. C'est pas un simple gestionnaire. Ah ouais. Non, vous croyez que c'est lui qui vient, il met les trucs sur non, maintenant, aujourd'hui, tout le monde se dit community manager simplement parce qu'ils savent cliquer, voilà, envoyer, et puis voilà. Voilà, parce que aussi la création de contenu, quand il s'agit d'une entreprise, il faut aller aussi de façon très raisonnée et surtout, comment je peux dire, crédible.
Voilà, aujourd'hui, les gens se disent non, il faut juste faire du boucan là et puis on fait passer le message. Il y a des entreprises, ça ne marche pas. D'accord, c'est bon à savoir en tout cas, c'est bien de faire de la lumière sur tout ça. Donc commencez à savoir que vous devez payer cher le community manager. Ça fait peur, on va gérer nos pages nous-mêmes. Madame Wouba, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cela concernant le community manager? Pour ajouter à ce qu'elle a dit, il faut également mentionner la veille. Parce qu'on ne peut pas être community manager sans pour autant veiller sur les différentes plateformes qu'on est censé entretenir. Parce que le community manager, il est là pour créer des contenus également. Et non seulement des contenus, mais des contenus attrayants et percutants. Voilà. Il doit pouvoir créer des contenus qui puissent permettre à l'entreprise, voilà, d'atteindre ses objectifs. Voilà ce que je peux ajouter à ce que Harmonie a... D'accord. Bon, c'est décidé, Harmonie. Franchement, Harmonie, là, en plus, c'est harmonisant. Donc, allons seulement. Alors, Stéphanie, parlant des community managers, quand Anne parlait, je te voyais réagir. Est-ce que tu as aussi recours à des community managers ou est-ce que toi-même, tu joues ton rôle? Je ne peux pas travailler avec un community manager parce que ce qu'elle a dit, community manager, là, c'est tout un grand truc. Mais ici, tu vois qu'il y a des gens qui banalisent en fait. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire community manager. C'est vrai, il y a beaucoup qui pensent qu'être gestionnaire de page, c'est être un community manager. C'est juste avoir les accès, faire des publications, faire des blagues. Non. J'ai créé ma page, c'est pour vendre. Voilà. Tu peux faire des publications qui vont attirer la visibilité, les histoires drôles et tout, les vidéos drôles et tout. Oui, mais derrière ça, quelle est ta stratégie de vente derrière? Parce qu'on n'est pas là pour faire rire simplement aussi, puisqu'il faut que je te paye. Voilà. Donc, tout le monde aujourd'hui se dit community manager. Du coup, moi, je travaille pas avec un community manager. Je ne peux pas te donner mes accès pour que tu viennes faire de la blague. Mais c'est pas trop lourd tout ça. C'est-à-dire tu fais tout, tu gères la page, tu gères aussi, il y a la boutique physique qui est là. Oui. Est-ce que ça te laisse le temps d'avoir une vie, tout ça? Je suis compliquée. Du coup, c'est difficile pour moi de travailler avec plusieurs personnes externes. Non, je dirais que tu es rigoureuse plutôt. Tu n'es pas compliquée. Parce que moi, quand je dis on doit faire ce travail-là, il faut vraiment qu'on se concentre là-dessus. Ce qui fait, si tu délègues quelqu'un de faire, tu vas venir trouver que non, c'est pas ce que tu voulais que l'on fasse. Un exemple terre à terre, par exemple, à la boutique, quand on veut faire l'agencement, quand les enfants rangent, mon livreur dit ne rangez rien, laissez elle-même, elle va venir. Parce que tout ce que vous avez rangé là, elle va venir déplacer. Et donc la dernière fois, j'arrive, effectivement, je commence à déplacer, elle dit, je vous ai pas dit. Mais c'est comme ça. Je ne sais pas, mais c'est difficile pour moi de laisser quelqu'un faire mon travail parce que je n'ai pas confiance en toi. Tu ne m'as pas montré que je peux avoir confiance en toi. Donc si je dois prendre un community manager pour qu'il vienne faire la même chose que moi je fais, ben c'est pas la peine, je préfère continuer. Non mais il faut aussi déléguer et puis créer de l'emploi. Oui, mais bon, allez-y vous former. Les gens ne veulent pas se former. Les gens ne veulent pas se former. C'est ce que j'ai dit récemment là. J'ai dit chacun se lève, aller sur YouTube, aller calquer des trucs qui ne correspondent même pas à nos réalités pour venir nous balancer ça en soi-disant formation. Les gens ne veulent pas vraiment se former. Sinon, il y a des formations. Il y a de bonnes formations. Donc, nous, on va souhaiter que tu tombes sur quelqu'un qui en vaille la peine. C'est sûr que si tu tombes sur quelqu'un qui a vraiment les compétences, tu vas lâcher prise. Moi, j'en suis sûre. Voilà. Donc, l'appel est lancé au bon community manager pour conquérir le cœur. Je dirais, Stéphanie, il te faut forcément un community manager. Même s'il ne fera pas la gestion de ta page, que tu feras, parce que ce que tu fais, c'est la gestion de ta page. Voilà, par exemple, je prends une page sur l'événement que tu as. Souvent on a l'impression que tout le monde reste juste sur l'à peu près, genre j'ai juste ça, ça me suffit et puis voilà. Par exemple, ton événement peut être un événement international. Alors si tu prends attache avec un communicant, parce que le communicant, s'il va dans le digital, il va forcément inclure le community management. Donc, si tu vas, par exemple, tu prends attache avec un communicant, il va te trouver une stratégie qui donnera encore plus de crédibilité et plus d'importance
à ta page événement. Ce qui va faire que ça va voyager et des gens puissent quitter peut-être en Chine. Moi, je viens à la rue marchande de Noël. Je viens à la rue marchande de la rentrée scolaire. Parce que c'est vrai qu'on vend, mais on ne doit pas se limiter qu'à la vente. On poste. Il faut emmener les gens à découvrir. À travers toi, on peut découvrir ton pays. À travers toi, on peut découvrir les produits que nous avons ici. À travers toi, on peut découvrir également l'engouement que les gens apportent aux événements comme ce que tu as et tout. Donc, par exemple, si tu as les conseils d'un communicant, ta page ne sera pas la même que la page shop. Voilà. Donc, que tu sois compliqué ou pas, alors, il faut nous chercher. La perche est lancée. Hein, la perche est lancée. Et peut-être bien que tu trouveras quelqu'un qui fera l'affaire. Monsieur Garnet, vous êtes là avec nous? Je suis là, j'écoute et je suis très content. D'accord. D'écouter tout ce qu'elle dit et puis je vois également un peu ses réticences. Dans nous, notre position, en fait, c'est ce que l'on appelle, en fait, parfois on tombe sur des clientes comme elle. La difficulté, en fait, de tomber sur une cliente comme elle, c'est elle sait faire ce que vous voulez lui proposer en fait en réalité. Donc parfois tout ce que vous allez dire en fait parfois c'est pas que vous n'arrivez pas à la convaincre en fait, mais en réalité elle est calée et elle a en fait une vision en fait qu'elle voit. Et comme elle a dit, il y a quelque chose qu'elle a dit qui est très important. Je vais pas embaucher un community manager qui va venir faire ce que moi je fais déjà. Donc en réalité il appartient en fait aux agences et puis également peut-être aux community managers en fait de venir proposer mieux. Je vais revenir sur un détail qui est assez important sur la notion de community manager. Je pense que généralement en fait on va prendre en fait je vais prendre 3 métiers rapidement et on va les structurer en fait pour qu'on comprenne un peu la place du community manager. En haut de toute la chaîne en fait vous avez ce qu'on appelle le social media manager. Le social media manager, c'est lui qui conçoit en fait tout ce que vous avez comme stratégie. Son rôle n'est pas d'intervenir directement sur les plateformes. Son rôle en fait en lui, c'est de s'assurer qu'en fait la vision de l'entreprise en fait soit matérialisée sur les différentes plateformes en fait par d'autres. Donc en amont, il va concevoir, il va réfléchir, il va cogiter et il va vous sortir en fait une bonne stratégie digitale en fait en réalité. Mais lui, il prend en compte que ce soit le site web, toutes les plateformes en fait, toute votre présence en fait sur Internet, il va prendre ça en compte dans sa stratégie. Par exemple, il va vous dire sur YouTube, il faut privilégier tel type de vidéo. Sur TikTok, il faut privilégier tel type de vidéo. Sur Facebook, il faut privilégier tel type de contenu. Sur votre site web, voici ce qu'il faut proposer. Par exemple, je vais donner un exemple. Sur votre site web, pour une entreprise, en fait, on va dire A, par exemple, sur votre site web, vous allez proposer, par exemple, l'éducation, les blogs. Vous allez proposer, en fait, des conseils. Sur les, comment on appelle ça, YouTube, il va dire, bon, ok, mettez le produit, en fait, en mouvement, dans un environnement. On n'a pas dit de vendre. On dit de mettre le produit en mouvement. Voilà. Sur TikTok, ça va être peut-être des petits shorts en fait, en réalité de 30 secondes, 1 minute en fait pour présenter quelque chose. Donc, lui, c'est ça sa vision. Quand lui est fini, il va rétrocéder maintenant en fait aux créateurs de contenu. Donc les créateurs de contenu, on s'est dit, ok, vu la vision qui a été adoptée par l'entreprise, parce que le social media manager se trouve à un niveau stratégique. Donc à l'exécution, vous avez donc le créateur de contenu, en fait. Donc eux, ils vont mettre tout ça, en fait, en réalité, en termes de création, et ils vont proposer, en fait, à toutes les différentes créations. Le community manager, quand eux, ils finissent de faire tout ça, lui, son rôle, elle a parlé de veille. C'est un élément très, 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 très important. Dans tous les groupes de discussion, est-ce qu'on parle de votre produit? Si oui, est-ce qu'on en dit du bien? Est-ce qu'on en dit du mal? Vous veillez au grain. Sur vos différentes plateformes, en fait, en réalité, qu'est-ce que les gens viennent dire? Donc, vous êtes le tampon entre votre communauté et puis la hiérarchie. C'est vous qui devez rassembler tout ça. Si, par exemple, quelqu'un vient se plaindre chez vous, il ne doit pas attendre d'avoir la réponse. Vous êtes là pour veiller au grain. Même si vous n'avez pas la réponse en fait à la question qu'il a posée, au moins dit que non, nous avons reçu votre plainte, nous sommes en train de l'étudier, c'est déjà bon. Nous tous là, quand on a besoin d'une information, on va avoir l'information à l'instant T. Maintenant, imaginez que vous postez en fait quelque chose sur la page de quelqu'un pour demander, par exemple, je prends un exemple, vous publiez, par exemple, on dit le prix d'une chaussure. Vous postez la chaussure, moi je viens en bas, je viens, bon, ok, donnez-moi le prix.
1 heure, 2 heures, 3 heures, parfois même, en fait, même, j'oublie même que non, j'avais posé une question. Parce qu'au moment où je posais la question, peut-être c'était intéressant pour moi. Et j'oublie. Donc ça, c'est le job du community manager, en fait, en réalité, de veiller au grain pour ne pas qu'il y ait ces ratés-là. Et plus, ce qui est très intéressant avec les plateformes, on ne va pas revenir sur les algorithmes des différentes plateformes, mais quand vous prenez une plateforme comme Facebook, plus vous répondez rapidement aux messages, plus on vous met en estime, plus, en fait, vous augmentez votre visibilité. Mais si vous vous retrouvez, en fait, donc, et ça, c'est le job du community manager. Malheureusement, c'est la partie où je vais terminer. Dans notre pays, comme le Burkina Faso, on a pensé que le community manager, non, c'est comme vous l'avez dit, c'est un gestionnaire de page. Si quelqu'un crée une page, on dit il est community manager. Non, il n'est pas community manager en fait en réalité parce que les jobs en fait sont différents. Donc malheureusement aujourd'hui dans les entreprises, vous allez voir, quelqu'un va embaucher un social media manager, il dit il a embauché community manager. Il va embaucher un créateur de contenu, il va dire non, j'ai embauché community manager. Il va embaucher un influenceur ou bien une influenceuse, j'ai embauché community manager. Non, le community manager c'est un job en fait parmi en fait l'échiquier de tous les métiers en fait qui existent. Malheureusement, bon, c'est dommage, mais au Burkina Faso, je répondrai à cette question que je vais poser moi-même. Est-ce que c'est valorisé? Non, c'est pas un métier valorisé, c'est pas un métier qui nourrit son homme. Donc je ne conseille à personne de le faire au Burkina. Vous ne conseillez à personne. Vous allez mourir en fait de faim. Nous inviter peut-être à mieux valoriser, à mieux connaître ce métier. En fait, je vous explique. Parce qu'on ne le connaît pas en réalité, qu'on ne le valorise pas. À l'étape où nous sommes, les entreprises n'embauchent pas de community manager. Les entreprises vont embaucher en fait des social media managers. Ils vont embaucher des créateurs de contenu en fait, parce qu'ils n'ont pas encore perçu en réalité la spécificité du job du community manager. Même si aujourd'hui ils embauchent un community manager, ce community manager va se transformer en créateur de contenu, va se transformer en fait en social media manager. Il n'a pas le choix parce que l'entreprise va refuser en fait d'embaucher 3 personnes alors que lui, il est dans l'entreprise, ou bien on peut le former pour qu'il le fasse. Voilà pourquoi je dis, je ne le conseille pas. Je n'ai pas dit que faut pas que les gens vont le faire, mais j'ai dit, si j'ai un conseil à donner à mon petit frère qui veut s'engager dans les métiers du digital, vise le social media manager. On s'en sort mieux. N'empêche que le métier de community manager aussi est valable et doit continuer d'exister. Bien sûr, j'ai dit c'est dommage, c'est parce qu'on est dans un pays comme notre pays, sinon ailleurs en Europe, mais attends, c'est des cadres d'entreprise. Comme l'a dit Harmonie, c'est des patrons. Oui. Et je dirais au fait que là, ce qu'il propose, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que même un gestionnaire de page ne peut pas être un... Quand on dit créateur de contenu, il y a créateur de contenu... comment je peux dire ça? Il y a ceux qui apportent par exemple des thèmes d'accroche et tout. Le créateur de contenu également, c'est ceux qui font aussi de la production audiovisuelle. Donc, vous ne pouvez pas demander à une seule personne d'avoir les compétences d'un cadreur monteur, d'avoir les compétences d'un rédacteur, d'avoir les compétences d'un scénariste, vous pouvez pas. C'est comme une fois, il y a un monsieur qui m'a appelé, je vous suis, vous formez les gens, est-ce que vous pouvez me trouver quelqu'un qui va faire des vidéos, qui va faire ceci. Il a dit, monsieur, si je vous trouve cette personne, vous n'allez pas avancer. Parce qu'il ne peut pas, c'est pas possible. Il va tout faire en même temps. Un cadreur, il va aller sur le terrain, il va aller prendre des images, il va revenir, il va venir étalonner, il va choisir, ensuite il va faire son montage. Il a peut-être 3 jours, s'il est actif, hein, sinon 1 semaine, 2 semaines, pour te sortir un élément. Il ne va pas aussi laisser ça pour dire pendant ce temps-là, il faut qu'il fasse le test. Non. Donc moi, j'encourage plutôt d'aller aussi dans le sens. Mais j'apporte sensibilisation aux chefs d'entreprise qui sachent qu'il y a une équipe derrière et que dans l'équipe, il y a chaque poste qu'il faut respecter. Voilà. Maintenant, si vous voulez quelqu'un qui fait tout, ne vous plaignez pas après qu'il y a un problème. D'accord. Je pense qu'on va rester sur cette sensibilisation sur les métiers du digital. C'est vrai que ce sont des nouveaux métiers qui ne sont pas forcément très connus, mais ce sont des métiers d'avenir. Comme nous sommes tous unanimes là-dessus, un moment viendra où on n'aura pas le choix. On devra juste embarquer sur le bateau de l'évolution de la technologie et c'est comme ça. Le monde évolue, on va rester en retard, il faut qu'on évolue avec le monde. Et moi, j'ai envie de vous dire merci à tous d'avoir été là ce soir. Malheureusement, je ne comprends pas comment l'émission a pu finir déjà. On me fait signe déjà qu'il est l'heure de rendre l'antenne. C'est dommage. J'espère qu'on aura l'occasion, pourquoi pas, d'approfondir encore plus ce sujet parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Hein. Vous serez d'accord avec moi. Merci déjà à vous. Madame Jemima Woba, c'est bien cela, assistante de direction à la DBS, qui est là.
Digital Business School. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Et je pense qu'il y a le contact qui va s'écrire tout à l'heure pour tous ceux qui veulent plus d'informations sur cette école. À côté, on a Stéphanie Bassolé, alias l'impératrice de Riro. Elle est promotrice de Family Shop et elle est également créatrice de contenu. Elle est community manager à sa façon. Voilà, elle est promotrice de la rue marchande qui est un événement qu'elle organise chaque année. Justement, elle est la rue marchande de la rentrée pour bientôt, non de Noël. Pour bientôt, hein. Oui, du 19 au 23 décembre au centre commercial. D'accord. Ouaga 2000. Super, donc je pense que le contact de Stéphanie aussi, c'est qu'entre-temps, vous pouvez toujours la contacter. Elle est sans façon, elle est compliquée, mais elle n'est pas compliquée en fait. Et nous étions également avec Anne Paré. Anne Paré qui est communicante, elle est promotrice de Nobel Digicom. Elle est community manager et beaucoup d'autres choses aussi. Alors, non, Anne... je suis communicante. Communicante d'abord. J'englobe le tout. Il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant, un dernier mot. Un dernier mot. Il a parlé de l'intelligence artificielle qui est très important. J'ai vraiment pensé qu'on allait avoir au moins 5 minutes pour ça. On en reparlera sûrement. Donc, déjà, il faut savoir que pour l'utiliser, il faut aussi être très intelligent. Sinon, vous partez dans l'herbe carrément. Voilà. C'est important. Merci Anne. Merci également à Taïrou Bationo, alias Garnet. J'aime bien dire qu'il est expert en marketing digital. Voilà. 2 à 2. On va faire ça comme ça. Ok. Taïrou Bationo est PCA, donc président du conseil d'administration du centre digital. Oui. On aurait voulu en savoir plus sur ce centre-là, mais est-ce qu'on peut se permettre de laisser un contact pour ceux qui veulent en savoir davantage? Oui, pas de souci. Voilà, donc le contact de Taïrou aussi Bationo qui va s'afficher entre-temps sur vos écrans. Merci d'avoir été d'un autre ce soir, c'était un plaisir et on se donne rendez-vous un prochain numéro de Saramania.